Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club consacré à la 3e journée de Première Ligue. C'est déjà la 3e journée dans ce début de saison absolument palpitant. Nous allons préfacer 2 rencontres de ce week-end en compagnie de Jean-François. Salut Serge. Bonjour Jean-François, de Philippe. Bonjour Serge. Et évidemment toujours en direct avec Christian Skakels qui représente Vision du Jeu et qui va nous donner des infos depuis sa data room. Salut Christian. Salut Serge. Alors on va quand même, avant d'entamer cette émission, en début d'émission, parler des Belges parce que la Première Ligue s'enrichit encore de quelques joueurs belges. Roméo Lavia va finalement rester en Première Ligue puisqu'il était descendu avec Southampton, mais il va poursuivre sa carrière du côté de Chelsea. Il avait le choix entre Liverpool et Chelsea. Chelsea, un bon choix, Jean-François? Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Il y aura embouteillage au milieu de terrain, mais enfin, il faudra se faire une place. Non, c'est bien. Il y a beaucoup de Belges qui sont à nouveau peut-être, qui seront à nouveau peut-être importants cette saison. Enfin, il y en a un qu'on scrutera beaucoup d'attention. C'est pas encore officiel, oui, mais c'est du côté de City. Au moment où on enregistre cette émission, on parle beaucoup de Doku à Manchester City. Le club n'a pas encore officialisé l'arrivée de Jérémy Doku, mais ça devrait se faire. Ouais, ça semble être fait. En tout cas, du côté des supporters de Rennes, ils ont fait leur deuil de Doku. Et ils parlent même de théâtre aussi, qui pourrait partir aussi. Pour ça, c'est encore moins officiel, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques Belges qui pourraient arriver en fin de mercato. Alors, c'est un petit transfert, comparé au Standard de la Première Ligue. Agnès Delcroix, quand même, du côté de Burnley, où il va retrouver Vincent Kompany. Oui, encore une fois, ça, je pense que c'est Vincent qui a besoin d'avoir un peu de profondeur de noyau et qui donc fait venir un joueur dont il connaît le potentiel et il sait exactement comment l'utiliser. Après, je ne pense pas que ça va marquer non plus l'histoire de la Première Ligue, mais c'est un transfert qui peut être intéressant pour l'entraîneur sur la saison. Et puis un joueur qui est encore dans un club de Première Ligue, mais qui n'est pas encore en Première Ligue ou qui n'est plus en Première Ligue, c'est Romelu Lukaku. Ça, c'est un dossier beaucoup plus épineux. Ouais, pas de solution pour le moment. Ce serait étonnant quand même qu'on le voit évoluer en Première Ligue cette saison. Mais où va-t-il aller? Mystère. En tout cas, avec Chelsea, il s'entraîne avec les U21 pour le moment. C'est un peu grotesque. Oui, il espère aller à la Juve, mais ça n'a pas l'air de se faire pour le moment non plus, parce qu'il y a d'autres transferts sortants de la Juve qui doivent être faits d'abord. Vers l'Inter, ça n'a pas l'air d'être concret non plus, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce qu'on va parler de Chelsea aujourd'hui, et on pourra peut-être revenir sur le cas de Romelu Lukaku. Avant de plonger dans la 3e journée, je vous propose de revoir les plus beaux buts du week-end dernier. C'est parti. Foden. In behind Byrne, Julian Alvarez, sight of goal, and that's all he needs! Toma on his way, advantage played, he's going all the way! Oh! That is breathtaking! Haruma Toma! Here comes Jota, looking to cross it to Luis Diaz! Chukwuemeka. West Ham are hanging on. Carney Chukwuemeka scores the first senior goal of his career. Solly March and Danny Welbeck joining him. Oh, it's a brilliant goal from Solly March. In goes the corner again, which was another threatening one. Brilliant effort. Oh, stunning strike. And a stunning introduction. Antonio waiting for a chance to come his way. Mikel Antonio! West Ham United are back in front. Des slaloms, des centres, des buts aussi marqués en dehors du rectangle. Il y en a eu pour tous les goûts ce week-end et pas seulement les gros buteurs qui ont marqué. On voit que ça peut venir de partout le danger en Première Ligue. Oui, moi je suis frappé sur les joueurs qui en ce début de saison peuvent prendre l'importance. Alvarez prend l'importance à City. On a mis Thomas qui prend l'importance à Brighton. Donc on risque de découvrir des nouveaux leaders ci et là dans les clubs. Donc c'est chouette, c'est une belle découverte. Et je vous propose de voir les faits marquants du week-end dernier. On va le voir, à commencer par cette équipe de Tottenham que l'on croyait perdue sans Harry Kane. Et ben non, ça fonctionne pas mal. 4 buts marqués avec une belle victoire face à Manchester United le week-end dernier. 4 points sur 6 avec un nouvel entraîneur en jeu, Postecoglou, qui semble faire évoluer cette équipe dans le bon sens. Ouais, ça confirmait ce qu'on a dit dans le dernier PL Club, à savoir qu'il fallait trouver un remplaçant collectif à Harry Kane. Et c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas sur ce match-là, c'était assez clair. Ils ont été capables de montrer collectivement qu'ils étaient supérieurs à leur adversaire et marquer des buts. La confirmation avec Brighton dans la lancée de la saison dernière, 6 sur 6.
le meilleur goal average, donc leader du classement après 2 journées. Impossible de ne pas mettre Brighton en parallèle avec ce qui se passe à l'Union Saint-Gilloise pour une raison toute simple, c'est qu'en fait le principe, le fonctionnement est le même des deux côtés, c'est-à-dire qu'on fait partir les vedettes et il y en a d'autres qui émergent. C'est assez extraordinaire quand même ce qu'ils parviennent à faire à la fois du côté de Brighton mais aussi du côté de l'Union. Donc il y a du bon business mais aussi de bons résultats sportifs, c'est plutôt rare comme en quoi, il y a football, donc c'est possible. Ensemble, hein. Exactement. Chelsea 1/6, on y reviendra parce que le début de saison est un petit peu compliqué du côté des Blues. United, encore une défaite en déplacement face, on va dire, à un concurrent direct dans le top 6, top 7, top 8. Et puis Manchester City qui n'a toujours pas encaissé le moindre but. On parle toujours d'Haaland, de cette puissance offensive, mais c'est avant tout quand même une équipe qui défend bien. C'est une équipe, ils ont dépensé beaucoup pour avoir des défenseurs. Oui. Donc, comme je l'ai déjà dit la semaine passée, moi je trouve que voilà, ils dépensent beaucoup dans les défenseurs parce qu'ils savent que parfois l'équipe est dans des équilibres et qu'il faut des gars qui sont extrêmement forts dans les 1 contre 1 et que voilà. Donc c'est vrai, mais le paradoxe quand même, c'est qu'ils perdent, comment il s'appelle encore au milieu de saison, qui est parti au Bayern. Puis Cancelo, apparemment, il devrait partir à Barcelone. Oui. Donc ça leur gros transfert en défense. Laporte est parti aussi. Gundogan est parti à Barcelone. Aussi, Laporte est parti aussi en Arabie Saoudite. Et finalement, ce sont des joueurs peut-être moins prestigieux qui font le boulot en défense pour l'instant. Oui, mais enfin, ils ont les moyens. Moins cher. Non, bien sûr, mais moins cher. Gvardiol, c'est quand même un gros transfert. On peut pas dire que c'est moins cher. Non. Akanji, c'est quand même une belle surprise. Lui, c'était un petit transfert. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Bon, un petit hommage qu'on va rendre aussi à Solly March parce qu'il est le meilleur buteur. On a déjà vu un de ses buts dans le top du week-end dernier. On va voir les 3 buts qu'il a marqués parce que ça symbolise évidemment cette équipe de Brighton. Solly March, il est là depuis 2013, donc il a à peu près tout connu avec Brighton. Son maximum de buts jusqu'à présent par saison, avant la saison dernière, c'était 3 buts. Depuis que De Zerbi est arrivé, il fait des assists, il marque 7 buts, 7 assists la saison dernière. Il est déjà à 3 buts cette saison en 2 matchs. Il doit y avoir un secret. Oui, il a été complètement libéré en tout cas. Un joueur en plus très élégant. Oui, mais il faut rappeler, je trouve, quand on voit un joueur comme ça, et c'est une bonne leçon pour beaucoup de structures, de clubs, c'est qu'un joueur, c'est un humain, qu'un humain fonctionne avec aussi de la sensibilité, et je suppose que De Zerbi a une approche avec lui qui le met en confiance et qui lui fait sans doute croire qu'il est à la limite meilleur que ce qu'il n'a jamais été, et ça marche. Oui. Moi, je crois qu'on lui a donné plus de liberté. Avant, il était vraiment coltiné sur son flanc droit tout le temps. Il rentrait jamais. C'est un gaucher qui joue sur le flanc droit. Il rentrait jamais dans le jeu. Maintenant, il rentre beaucoup plus. Mais c'est le bénéfice de l'entraîneur aussi. Exactement. C'est De Zerbi qui lui a laissé plus de liberté. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, mais on lui donnait pas vraiment la possibilité de s'exprimer comme il l'a maintenant. Christian, êtes-vous surpris par la réussite, pas spécialement de Brighton et de De Zerbi, mais justement de Solly March, un joueur qui maintenant a vraiment des statistiques? Comme le disait Jean-François, évidemment, il y a un contexte émotionnel, il y a un contexte de jeu aussi. On a vu la saison passée souvent que Brighton, après Manchester City et Arsenal, était la meilleure équipe sur jeu dominant placé, et donc il y a une intention d'avoir la possession. Et De Zerbi, justement, cette semaine, dans le podcast de la Serie A, expliquait aux autres anciens joueurs que la possession de balle était très importante. Il a dit, si vous avez 70% de possession de balle, vous avez plus de chances de créer des occasions, et donc vous avez plus de chances d'avoir, comme il disait, l'exemple c'était, si vous avez 10 flèches à tirer dans une cible ou 4, combien vous allez mettre sur les 10 plutôt que sur les 4. Et donc, l'idée d'avoir ce jeu dominant placé, l'idée d'avoir des centres, eh bien, Solly March, vous avez vu, c'est 3 buts sur centre et c'est 3 buts sur du jeu dominant placé. Donc, c'est probablement, il a trouvé chaussure à son pied dans ce système-là. Voilà pour cette équipe de Brighton que l'on retrouvera évidemment ce week-end. Nous, on va plonger sur la première rencontre de cette 3e journée. C'est vendredi soir et c'est Chelsea qui accueille Luton. On en parle après ceci. Rolls it into the back of the net. Coup d'envoi vendredi à 21h, un match que vous pourrez aussi découvrir sur Divertissez-vous pour tous les abonnés. Vous, Chelsea, 15e, un petit point sur les 2 premiers matchs, avec un nouveau manager, avec plein de nouveaux joueurs. D'ailleurs, cette équipe maintenant est surnommée en Angleterre l'équipe à 1 milliard. On peut dire que ça commence pas spécialement bien cette nouvelle ère avec Mauricio Pochettino. C'est même exactement la même chose que ce qu'on a vu la saison dernière, à savoir une grosse difficulté à marquer, prendre des buts et toujours courir derrière le score. Et
finalement, on fait des résultats très en dessous de l'investissement qu'on met. Donc on est parti sur les mêmes bases. On a l'impression que rien n'a changé, en fait. La seule petite excuse, c'est cette blessée en début de saison et qui fait qu'évidemment, il y a moins de... Sur un noyau d'encore plus de 30 joueurs, même s'il y a certains joueurs qui sont partis, ça reste un noyau énorme. Sans doute moins de concurrence, etc., etc. Moi, je me pose une question quand je regarde Chelsea et je vais faire le rapport avec un joueur belge qui vient de signer là-bas, c'est Romeo Lavia. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune joueur d'aller dans un club qui est autant en difficulté depuis autant de temps? Ça, je me pose la question. Est-ce que c'est le bon choix? C'est vraiment une question. Et aujourd'hui, je me pose cette question-là par rapport à l'ensemble des joueurs. Enfin, je veux dire, Chelsea qui paye plus de combien, 125 pour Caicedo. Enfin, je veux dire, 130 millions d'euros. Pour un milieu défensif. Je comprends pas. Je comprends pas et je comprends d'autant moins. Mais ça fait un an qu'on comprend pas, parce que ça fait un an qu'ils font des transferts. Je comprends pas. Oui, mais les joueurs sont partie prenante là-dedans. Je prends l'exemple de Lavia. Oui. Lavia décide, alors que Caicedo vient de signer, alors qu'il y a Carragher, alors qu'il y a machin, il décide d'aller aussi signer là-bas, alors que sans doute qu'il avait un tapis qui était un petit peu plus rouge du côté de plus de garanties sportives, mais il a peut-être eu des garanties financières que Liverpool ne donnait pas, avec un long contrat sur plusieurs années. Il n'y a que ça qui compte. Ça, c'est pas à moi d'y répondre, c'est aux joueurs de le faire. Ouais, c'est très difficile à comprendre, moi je suis d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de transferts qui sont très difficiles à comprendre actuellement, vu les sommes investies. Alors il y a le phénomène, je l'avais déjà dit la semaine passée, mais le phénomène Arabie Saoudite qui fait que les montants augmentent à mon avis parce qu'on a peur de perdre certains joueurs, ça peut jouer aussi. Oui, mais là Chelsea vient de faire en l'espace de quoi, 8-9 mois, 3 joueurs à plus de 100 millions. Non, bien sûr. Mais j'entends, mais je suis d'accord, mais Gallagher, Fernandez, bon... Gallagher a montré dans le premier match qu'il prenait de la place. Fernandez, ok, très bien. Caicedo, Lavia. Donc déjà, il faut faire des choix pour des joueurs qui coûtent très cher. Donc c'est je sais pas, il y a un truc. On montrait l'exemple il y a 2 minutes de Brighton et de la réussite de Brighton. Enfin, je veux dire. C'est l'exact contraire. C'est l'exact contraire, oui. En plus, ils perdent des joueurs essentiels, Caicedo et McAllister, qui partent pour des sommes folles. Et bon, ni McAllister à Liverpool, ni Caicedo, il n'y a pas encore eu le temps. Enfin, il monte, il provoque un penalty, c'est quand même difficile à gérer. Ouais. Et on dit qu'il a plus joué. Oui, mais c'est parce qu'il a plus joué depuis 2 mois. Mais, ou alors Chelsea joue un rôle de sponsor pour la première ligue, ce qui est éventuellement possible, puisqu'il donne des sommes incongrues à d'autres équipes, et notamment à Brighton. Ça, c'est pour la partie financière. On va s'intéresser évidemment à la partie sportive. Avec Christian notamment, on constate que cette équipe a toujours autant de mal à défendre, Christian, parce que maintenant, elle a déjà encaissé 4 buts sur les 2 premiers matchs. C'était partage 1-1 face à Liverpool, et puis la défaite 3-1 face à une équipe à 10 en plus West Ham sur la dernière partie de rencontre. Je ne sais pas, on peut parler de naïveté. C'est vrai qu'il y a tout à changer du côté de Chelsea. Je pense que Thiago Silva est le seul défenseur qui reste depuis notamment le titre de champion d'Europe. On va voir les différents buts encaissés depuis le début de la saison. Pochettino, en arrivant, la première chose qu'il doit faire, c'est de mettre évidemment les fondations avec une défense capable justement de ne pas se retrouver dans cette situation-là, Christian. Oui, deux scénarios identiques sur les 2 matchs. Donc, ils sont dominés dans le premier quart d'heure. Ils encaissent 2 fois dans le premier quart d'heure et après, ils reviennent. Il y a quand même des bonnes attitudes et on le verra après dans le jeu offensif. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, ils encaissent dans tous les domaines de jeu défensif. On a vu la première fois, c'était une construction du gardien pour arriver finalement jusqu'au but sans avoir une interception. On a vu une phase arrêtée où là, normalement, c'est pratiquement impossible d'encaisser. Et là, il y a un mauvais marquage de Gallagher. Ici, c'est une mauvaise sortie de balle avec une reconversion rapide. Et ici, c'est le joueur à 120 millions ou à 130 millions qui monte et après 5 minutes, il crée un penalty. Donc, il y a eu vraiment des bonnes choses dans les 2 matchs, même s'il n'y a pas le but qui est refusé juste avant la mi-temps contre Liverpool. Ils auraient pu prendre l'avantage alors qu'ils étaient menés. Ici, ils ratent un penalty aussi en première mi-temps par Enzo Fernandez. Donc, il y avait des possibilités. Mais la réalité du football et de la compétition, c'est qu'il faut marquer un but de plus que son adversaire. Et pour le moment, ils sont toujours en train de courir après le score et ils ne marquent pas ce but. Oui, on a l'impression qu'on est sur la lancée de la saison dernière. On rappelle quand même qu'ils ont terminé, je crois que c'est 12e et 13e, 16 défaites la saison dernière, une défense quand même catastrophique. Et là, ça fait maintenant 6 matchs d'affilée avec les matchs de la saison dernière où ils encaissent le premier but d'une rencontre de Première Ligue, 11 matchs sans clean sheet. C'est vraiment le premier objectif de Pochettino, c'est d'abord au niveau défensif. Oui, mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Alors c'est un peu tôt dans la saison, mais les 2 premiers matchs donnent quand même d'ailleurs pour plusieurs équipes dans ce championnat, donnent déjà des indications très claires sur le futur.
On peut changer, on peut améliorer les choses, mais visiblement, c'est pas ce qui s'est passé cet été à Chelsea. C'est pas les transferts qu'ils ont faits, c'est pas l'arrivée du nouveau coach qui a permis en 2 mois d'arrêt de transformer complètement un club et de faire en sorte qu'on soit conquérant. C'est vraiment inquiétant, je trouve. Ouais, et c'est pas l'animation sur les 2 premiers matchs, et c'est pas le match à West Ham qui nous démontre que l'équilibre défensif est la priorité. Il termine à 11 contre 10 quand même. Voilà, et même la priorité du projet. En fait, et oui, je suis assez d'accord. Enfin, on est là-dessus pour le coup, on est des observateurs et on voit ce qui se passe et on a vu les images maintenant parce que c'est l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'ils encaissent, comme le dit très bien Christian, dans tous les domaines du jeu. C'est aussi bien sur phase arrêtée, sur des pénaltys concédés. Donc, on peut à la fois fustiger sur la phase arrêtée le manque de concentration. Le type, il est tout seul pour faire sa tête. Sur le pénalty, c'est quoi? C'est un manque de lucidité, de rythme. Sur le premier but, c'est un manque d'application dans le duel. Enfin, je veux dire, il y a chaque fois ce petit manquement qui fait que, clac, vous prenez un but, etc. Or, construire un projet sur un bilan d'1 point sur 6, c'est pas très positif, quoi. Donc, Ceci dit, le calendrier maintenant est sans doute plus abordable. C'est Luton à domicile ce vendredi, puis ce sera Nottingham à domicile, et puis un déplacement à Bournemouth. Là, Chelsea doit faire 9 sur 9. Oui, mais les ambitions de Chelsea, c'est pas d'être dans le top 10, hein. Non, je pense pas. C'est de se rapprocher quand même de la Ligue des Champions dans le top 4. On a assez vu, notamment dans Pied Club, que pour à un moment donné se mêler à la lutte pour... il faut aller gagner des matchs à West Ham. Alors justement, pour gagner les matchs, il faut marquer. C'est aussi simple que ça, c'est la logique du football. Que peut-on dire, Christian, du modèle offensif sur 2 rencontres où Chelsea n'a marqué finalement que 2 buts? On a souvent eu l'impression que Chelsea, c'était une équipe de reconversion, mais là, quand même, cette année, on voit quand même qu'il y a un peu quand même quelque chose de différent dans le modèle. Il y a vraiment une volonté quand même d'être dans un jeu dominant placé, d'être quand même relativement haut et de surtout passer par les flancs. Et on va le voir sur l'infographie, les 2 buts viennent de centre sur un jeu dominant placé. Alors la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que ça a été marqué sur une 2e chance, mais c'est aussi la bonne parce que ça prouve que derrière, il y a une présence pour pouvoir jouer le 2e ballon. Il n'y a encore rien de net, mais on va le voir sur les images, il y a cette volonté de passer par les flancs. Voilà, le ballon vient là, puis après il y a le centre, il y a une 2e balle, un ballon qui revient, et puis il se retrouve quand même en face à face ou au cordeau par rapport à ce 2e ballon. Donc ça, il y a de la présence dans le rectangle, il y a l'intention du centre comme origine. Ici aussi, il y a la recherche de 1-2 avec Chilwell. Voilà, c'est pas très bien relancé, mais il y a quand même ce 2e ballon qui est joué, et il y a quelque chose derrière, en fait, qui est efficace. Alors, on espère en fait de voir Chelsea réussir un but dans un plan de jeu, mais pas que sur des circonstances favorables. Mais on voit quand même que le ton est donné dans le passage par les flancs et l'utilisation des centres. Alors reste à savoir qui va marquer dans cette équipe. Nkunku est blessé pour plusieurs mois, Chukwuemeka aussi apparemment. Absent c'est lui qui avait marqué le but à West Ham, absent pour une longue durée. On a vu que Sterling, en plus Fofana, des autres, on ne va pas citer tous les blessés, il y en a beaucoup. Si, parce que dans les blessés, il y a des joueurs défensifs. Oui. Et moi, j'entends bien ce que Christian dit, et je peux être d'accord, évidemment, c'est un constat qu'on peut faire. Mais ce qui pose problème, c'est l'équilibre défensif. Je veux dire, cette équipe, en 2 matchs, marque 2 fois et prend 4 buts. Oui. Voilà, ça c'est la réalité tout aussi chiffrée de ces 2 premiers matchs de championnat. Alors évidemment qu'il peut y avoir, et on le savait avec Pochettino, qui aurait cette envie probablement d'aller un petit peu plus vers, je dirais, le jeu, les attaques posées, etc. Mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. En tout cas, dans les 2 premiers matchs, ça marche pas encore. Ça marche pas. Si ça reste comme ça n'ira pas demain non plus, hein. Non, c'est sûr que le nombre de blessés en début de saison comme ça n'est pas quelque chose qui favorise la progression, mais c'est aussi un signe du fait qu'il y a une raison pour laquelle ces joueurs se blessent. Alors soit ils étaient blessés quand les a Oui, mais c'est pas le seul club, attention. Il y a notamment des ligaments croisés, il y en a beaucoup en ces débuts de saison. C'est la fatigue, c'est le nombre de matchs, c'est le nombre de... etc. Mais c'est pas sur des ligaments croisés. Là, les études montrent que c'est pas spécialement la fatigue, ça vient souvent en début de match, par exemple. Donc voilà, c'est pas vraiment non plus des blessures musculaires. On parle vraiment là de ligaments. Oui, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail des blessures, mais par contre, rentrer dans le détail du bilan, enfin, c'est impossible quand on parle de Chelsea de ne pas faire le rapport qualité-prix.
Oui. 385 millions dépensés. Non, c'est 1 milliard maintenant sur 3 mercato. Oui, mais je prends le dernier ici, le dernier mercato. Mais en un an, cette équipe a complètement changé. Mais à un moment donné, il n'y avait plus que Chilwell et Thiago Silva le week-end dernier par rapport à l'équipe qui a été championne d'Europe. On parlait de Brighton, la réussite de Brighton. Brighton, c'est simple. Et j'ai fait le parallèle avec l'Union Saint-Gilloise aussi, en disant, il y en a un qui s'en va, il y en a un qui est derrière. Et on sait, et il arrive, et on va identifier les manques, et on va chercher sur les manques, etc. Ce qui manque c'est de cohérence. Bien sûr, mais il y a un nouveau propriétaire, un Américain, on se demande quel est vraiment son objectif, quel est son plan, à part dépenser beaucoup d'argent du côté de Chelsea, acheter des joueurs avec des contrats de 8 ans, payer des sommes folles. Voilà, ça reste très nébuleux, c'est à Pochettino d'organiser tout ça et ça ne va pas être facile. Mais une petite question quand même, il n'y a pas vraiment de numéro 9, on a vu un Sterling qui était bien en jambes, mais qui n'est pas vraiment le joueur avec des grosses statistiques. Qui va être le joueur? Jackson. Il vient quand même d'un club espagnol où il n'a jamais joué les premiers rôles. La première ligue, ça va être aussi une grosse expérience pour lui. Mais tout ça pour vous amener. Voilà, mais Nkunku n'est pas là. Par contre, Lukaku, qui est quand même le joueur le mieux payé des clubs, s'entraîne avec l'U21. Est-ce qu'il y a une chance de retrouver ou de voir que Lukaku pourra jouer un moment si personne n'en veut? Parce qu'il a refusé un départ vers l'Arabie Saoudite, vers l'Inter, ça ne va plus, et vers la Juve, apparemment, ça ne va pas non plus. En une phrase, s'ils ne le font pas, c'est débile. Ouais. Voilà. Mais ils ne vont pas se dédire de ce qu'ils ont choisi auparavant, à savoir de ne pas le faire revenir dans l'équipe. Mais en football, parfois ça peut aller très vite. Je sais bien, mais ça voilà. ne prend pas le chemin. C'est un gros point d'interrogation. En tout cas, ils ont un numéro 9 qui pour le moment n'est même pas sur le banc, il joue avec les U21 et qui est sous contrat avec Chelsea. Est-ce que Lukaku va pouvoir avoir sa chance à Chelsea? On se pose la question. J'en sais rien, mais il y a un nouveau projet, il y a un nouveau plan, il y a un nouvel entraîneur. Je suis désolé qu'on remette les choses à plat et qu'à un moment donné, on discute avec Romelu aussi et qu'on l'inclue dans le projet. Il est sous contrat. Il est sous contrat, et un gros contrat, ça on peut vous le dire. C'est le joueur le mieux payé avec Sterling du club. Voilà, donc c'est aberrant. Voilà, c'est aberrant. Luton, là on va partir sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est plus joyeux, mais en tout cas, c'est la belle histoire. C'est moins cher, ça c'est vrai. C'est la belle histoire de cette première ligue. Luton, un club qui a 10 ans était encore en 5e division en National League, qui était en faillite il y a 12-13 ans, et qui, tel le Phénix, a réussi à renaître de ses cendres. Ils ont gagné les playoffs la saison dernière. C'est le petit poussé de cette première ligue. D'ailleurs, le stade n'est même pas encore prêt. Ils n'ont pas joué le week-end dernier parce que le stade n'était pas prêt. Donc, ça va être leur deuxième match, leur deuxième déplacement. Voilà, Luton, c'est le vent de fraîcheur. Même si tout le monde annonce déjà leur retour en Championship la saison dernière. Ça ne va pas être facile pour Luton. L'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai dit? La semaine prochaine? Non, vous avez dit l'année dernière. L'année dernière prochaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça va être compliqué quand même. On avait dans Goal of the Day le premier match Brighton face à Luton. Brighton n'était pas sur un petit nuage non plus, mais ils ont tenu pendant une demi-mi-temps, on va dire. Ils ont quand même pris 4 buts contre Brighton. À un moment, ça craque et on sent qu'il y a quand même... Offensivement, ça va être très, très compliqué. Maintenant, ils ont un joueur intéressant, on va en parler, mais c'est un peu faible, je pense. C'est l'antithèse absolue de Chelsea, parce que même si ils ont reçu beaucoup d'argent pour monter en première ligue, il y a une partie qui va dans le stade et l'autre partie ne va pas vraiment vers les joueurs. On va voir le tableau des transferts. Là, on est dans quelque chose de tout à fait différent de Chelsea. Là où Chelsea a dépensé 1 milliard en l'espace de 3 mercato, regardez ici, on arrive, je crois même pas à 25 millions d'euros dépensés dans ce mercato. Donc l'équipe 19,85. Voilà, merci, vous avez fait... avec un gardien belge aussi. Avec un gardien belge, Thomas Kaminski, qui était en Angleterre la saison dernière à Blackburn, qui joue en Championship. Là, il a joué le premier match, mais attention, il y a quand même Tim Krul qui est arrivé ces derniers jours. Donc, est-ce qu'il va rester titulaire? On l'espère pour lui en tout cas, puisque c'est un gardien belge et qui a quand même une carrière assez intéressante. Anderlecht, la Gantoise aujourd'hui. Luton, on va quand même essayer de découvrir un peu les joueurs parce qu'on ne les connaît pas forcément. Il n'y a pas de star du côté de Luton et on va le faire avec Christian parce qu'il y a un attaquant quand même qui a attiré votre attention, Christian. Chaque saison, on découvre un joueur qui vient de Championship et il s'adapte généralement très bien. On l'a vu avec les joueurs de Brentford notamment. Et voilà, le joueur ici, c'est Carlton Morris. Il a marqué 20 buts en Championship la saison passée. Et on va voir son modèle sur l'infographie. C'est 12 suite à des centres. Alors vous voyez, donc, il aime bien particulièrement recevoir des ballons sur centre de la gauche. Donc lui, son modèle, c'est tactiquement le jeu dominant placé. L'origine, c'est le centre. Et les actions pour terminer et marquer les buts, c'est au cordeau ou de la tête. Il est très impressionnant. C'était en le découvrant et en regardant son modèle dans la base de données, plus les images. C'est un joueur qui a un profil pour
pour cette première ligue. La seule question, c'est est-ce que Luton va avoir la possibilité de faire du jeu dominant placé et d'utiliser le centre pour pouvoir marquer plusieurs buts de cette manière. Comme on le voit là, il a un jeu de tête fabuleux. Et voilà, ça vient aussi d'une phase arrêtée avec une combinaison travaillée. Il est toujours là pour mettre sa tête ou pour aller au cordeau. C'est une belle découverte. J'espère qu'il va marquer quelques buts. On a déjà marqué un sur penalty ce week-end, mais ce serait bien de le voir marquer quelques buts cette saison comme ça. Une réaction, Carlton Morris. Oui, mais la réaction, enfin, Christian a répondu à la question avant que je lui pose. C'est en effet, est-ce que Luton aura cette année l'occasion de... Est-ce qu'ils arriveront jusqu'au flanc pour pouvoir centrer? C'est ça la question. C'est ça la question. Et il a répondu à la question avant que je ne lui pose. Brighton, ils ont réussi à le faire une fois, et c'est Carlton Morris qui était à la réception du centre. C'est la plus grosse occasion qu'ils ont, mais il faut en avoir plusieurs dans un match en Première Ligue pour espérer prendre des points. Il y a une petite particularité concernant cette équipe. Alors j'ai regardé évidemment sur la saison dernière, on verra si ça va se répéter cette année-ci, mais c'est que sur l'ensemble des résultats obtenus la saison dernière, ils jouent quand même 46 matchs, hein, donc voilà. C'est que si vous divisez... Plus les playoffs. Les playoffs. Si vous divisez 23 matchs et 23 matchs, les résultats obtenus sont à peu près les mêmes à l'extérieur et à domicile. Donc voilà, petite observation comme ça. Alors... Ils sont descendants pour tout le monde, mais c'est quand même une équipe qui va, à mon avis, livrer des combats à chaque match parce que c'est des joueurs qui n'étaient peut-être pas attendus en Première Ligue. Il y en a notamment un Peli Mpanzu. C'est le premier joueur de l'histoire à être passé de la D5 à la Première Ligue qui a joué dans toutes les divisions. Donc hors professionnel, la National League, et puis League 2, League 1, Championship, Première Ligue. Ça, c'est quand même des histoires fabuleuses. C'est des joueurs comme ça qui vont absolument tout donner sur le terrain. Et qui est titulaire à Brighton aussi. Donc qui était titulaire, oui, qui sera titulaire. C'est un des joueurs clés, évidemment, de cette équipe. Et pour les amateurs d'anecdotes, la dernière fois que Luton, ils n'ont pas joué souvent à Stamford Bridge, mais la dernière fois qu'ils ont gagné là-bas, c'était en 1986. Aucun joueur du noyau présent n'était né lors de la dernière victoire de Luton là-bas. Extraordinaire. Donc, on va il y a par rapport à l'équipe qui évoluait la saison dernière en Premiership, il y a à peu près 6 nouveaux joueurs, je dirais, dans le 11 de base. On l'a vu. Pas tellement de transferts. On a vu non, mais il y a 6 nouveaux dans le 11 de base, par contre. Donc voilà, donc les transferts jouent. Voilà pour cette équipe de Luton que l'on suivra avec beaucoup de plaisir et qu'on va continuer à découvrir dans cette Première Ligue. Rendez-vous donc vendredi soir, premier match du week-end. Moi, je les équilibrerai quand même. A priori, si Chelsea n'y est pas à domicile... Chelsea est largement favori, c'est clair. Mais Luton n'a rien à perdre finalement et va peut-être profiter justement des carences et du manque d'équilibre de cette équipe de Chelsea. Donc il y a de l'enjeu pour vendredi soir. Deuxième rencontre du week-end. Là, on va monter évidemment d'un niveau puisqu'on a 2 candidats au top 4. Newcastle face à Liverpool. C'est parti. There's a feeling growing in this city. Newcastle is alive again. The sky's the limit, really. The future is now. And the past. Collymore closing in! Anfield erupts! Who thinks about that? The perfect start for Liverpool! Bedlam at St James's Park! Witness the rise. Newcastle United versus Liverpool. Newcastle, on le rappelle, ils ont été 4e la saison dernière, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Une victoire, une défaite pour commencer cette saison. Et avec Christian, on va revenir sur la défaite du côté de Manchester City le week-end dernier. Ça prouve une nouvelle fois que Newcastle a parfois des problèmes face aux concurrents directs du top 5. Oui, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment une belle progression du côté de cette équipe, mais ils ont vraiment été dominés de la tête aux pieds pendant ce match-là. Ils ont eu quelques opportunités en passant par le flanc gauche, mais voilà, on arrive toujours dans ce même modèle. Le modèle de la saison passée, on ne parvient pas à gagner des matchs importants contre le top 5. Et là, ici aussi, on voit, il y avait pourtant une bonne mise en place. Il y a une construction, il y a Foden qui se fait oublier comme souvent. Et puis à un certain moment, on trouve l'ouverture dans la zone optimale de centre. Et voilà, il suffit de marquer un but et puis après de contrôler avec la possession de balle. Et cette équipe de Newcastle, malheureusement, n'a pas su répondre. Bon, perdre 1-0 à Manchester City, c'est pas non plus une grosse déconvenue. C'est pas un drame, mais ça m'a un peu déçu parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas assez osé dans ce match-là. Ils auraient peut-être pu faire plus mal. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, ça a été un peu différent. On a senti l'équipe prendre un peu plus de risques, plus aller vers l'avant. Ils se sont montrés un peu plus dangereux. Pas encore très dangereux, mais ils ont montré qu'il y avait la possibilité quand même de faire un peu douter l'équipe de City. À 1-0, tout peut arriver dans un match.
Donc oui, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à une prise de risque un peu supérieure. Je suis curieux de voir maintenant le match face à Liverpool. De prise de risque, il n'y en a pas eu non plus dans le mercato. Quelques joueurs anglais comme Barnes, mais qui n'est pas titulaire. Il y en a un qui est nouveau, qui joue, c'est Tonali. C'est Tonali. Ça, c'est la grande nouveauté du côté de Newcastle, qui a été excellent lors du premier match, la belle victoire face à Aston Villa. À noter quand même la qualité, je trouve, du 11 de base. Après, je reste... faudra voir au niveau de la profondeur du noyau quand ils vont jouer la Ligue des Champions, etc. Je pense que Barnes, Livramento sont des bons transferts, mais pour l'instant, ils sont en période d'adaptation. Pour le reste, sur le 11 de base, moi, ce que je trouve intéressant, c'est leur milieu de terrain. Wellington, Tonali, Guimarães, je pense que c'est un secteur de jeu qui est fort. Par contre, quand on revoit le but qu'ils prennent à City... quand même beaucoup de liberté offerte à Alvarez dans les 16 mètres. Mais c'était une des meilleures défenses la saison dernière. Je pense qu'avec Arsenal et Manchester City, c'était la meilleure défense. Mais c'est justement parce que c'était une meilleure défense que j'étais étonné de voir la liberté laissée à Alvarez. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs dans le match, mais là, c'est une erreur évidente. Et contre City, vous le payez tout de suite. Oui, exactement. Oui. Mais c'est un peu déjà une remarque qu'on a fait précédemment sur pour passer le cap supérieur, il faut maintenant, face à des concurrents directs comme City, ils ont fait mieux que l'année dernière face à City. Ou avoir le moyen de réagir et être mené 0-1. Après, c'est pas grave si on sait prendre l'initiative et aller marquer des buts. Mais ils n'en sont pas encore là. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Au niveau offensif, Christian, on l'a dit, il n'y a pas de nouveaux joueurs du côté de Newcastle. Donc, on doit pouvoir justement continuer sur la lancée de la saison dernière où cette équipe était quand même assez intéressante dans le jeu offensif. Oui, et puis ils ont une meilleure profondeur avec Barnes qui est là maintenant, avec Tonali, et le fait en fait de pouvoir utiliser Gordon qui est un peu mieux que la saison passée quand il est arrivé, et puis il y a Callum Wilson qui peut monter aussi et être suppléant de Isak. Donc ils ont quand même montré dans ce premier match contre Aston Villa, contre une équipe qui normalement est bien mise en place, qu'en fait ils ont une profondeur, ils ont une possibilité, et donc il faut retrouver exactement ce qu'ils ont fait dans ce match-là, c'est-à-dire en utilisant les différentes possibilités au niveau tactique, de marquer sur le dominant placé, sur le jeu placé vers rapide, où là ils étaient très bons, et là c'est vraiment très important, la transition rapide et puis la phase arrêtée, évidemment, comme l'a montré Isak. Maintenant ils sont à domicile ils sont beaucoup plus forts, mais ils ont une équipe du top 5 à rencontrer, et donc il faut retrouver en fait ce qu'ils ont démontré dans ce premier match au niveau offensif pour pouvoir progresser, prendre confiance et être de plus en plus performant offensivement cette saison. Avec notamment Alexander Isak, une bonne première saison sous le maillot Newcastle, mais une longue blessure aussi qui l'a privé pas mal de matchs. Sur la fin de saison, franchement, il était excellent, et s'il n'est pas blessé cette saison, ça devrait être un des attaquants, en tout cas les plus en vue, peut-être même un des meilleurs buteurs. Ça, oui, peut-être. Mais je pense qu'on avait pointé aussi le fait qu'il devait être efficace absolument contre des équipes qui sont classées en dessous de Newcastle pour permettre à Newcastle d'assurer la 4e place. Ça, c'était l'année passée. On ne l'a pas beaucoup vu contre City aussi, mais enfin, ça c'était le cas d'un peu tout le monde. Maintenant, lui aussi, il a une étape, à mon avis, à franchir, c'est d'être efficace contre des grands noms, notamment contre Liverpool. Mais on l'a vu, c'est pour tous les joueurs Newcastle finalement. Non, bien sûr. Pour pouvoir être justement plus performant. C'est la question qu'on peut se poser sur un joueur comme Isak et sur la politique justement du Newcastle, de ne pas aller chercher à coup de pétrodollars des joueurs. Ils auraient pu transférer, s'ils avaient voulu, le plus grand attaquant du monde. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Mais ils vont chercher un joueur qui est un joueur à très très fort potentiel depuis de nombreuses années. Ouais. Quand il avait 16 ou 17 ans, Isak était vu comme le grand espoir du football suédois bien sûr, mais au-delà de ça, le grand espoir du foot international, la future vedette, etc., etc. Il tarde un tout petit peu. Moi, la question que je me pose avec lui, c'est est-ce qu'on parle d'un joueur vraiment du top, ou est-ce qu'on parle d'un joueur qui sera très bon attaquant, mais juste en dessous. Et donc là, il est encore, je dirais, à Newcastle, entre les deux et en période d'apprentissage. Il doit passer encore ce cap-là, à mon avis. Et c'est peut-être dans des matchs comme ça où on marque les esprits, dans un match contre Liverpool, c'est le bon moment peut-être de marquer les esprits. Mais c'est pas encore, je trouve, le joueur totalement... Il y a un cap à franchir encore. Oui. Un dernier mot sur Alexander Isak avant de passer à Liverpool, Christian ? Sur l'ensemble de l'aspect offensif, je voulais juste revenir sur le premier but qu'on a vu, le but d'Isak avec la phase arrêtée. Vous avez vu qu'il y a un vrai travail qui a été fait de la part de Newcastle au niveau de ces phases arrêtées, puisque
la défense d'Aston Villa avait décidé de se positionner très haut pour laisser beaucoup d'espace dans le dos et que le gardien puisse intervenir. Et ils ont déposé un ballon sur le côté pour mettre un ballon à l'opposé avec un écran. Et le ballon est revenu chez Isak. Donc, c'est quelque chose de travaillé. Donc, c'est quelque chose qu'on espère revoir dans ce match contre Liverpool. Des phases arrêtées, travaillées, qui surprennent l'adversaire. On reste avec vous, Christian, pour parler de Liverpool qui, après le partage à Chelsea lors de la première journée, a remporté son deuxième match le week-end dernier. C'était face à Bournemouth. Vous avez quand même tiré une petite sonnette d'alarme en voyant les deux premiers matchs, Christian, au niveau défensif. Expliquez-nous. Même scénario que la saison passée, ils avaient encaissé 6 buts sur reconversion rapide et sur face-à-face suite à des mauvaises sorties de balles. Alors je sais, on en a souvent discuté, c'est la mode, mais il y a des erreurs en fait qui sont... donc il y a cette première erreur-là, mais bon, là évidemment, le but a été annulé. Mais 3 minutes après, 4 minutes après, voilà, il y a cette sortie de balle de nouveau. Et puis, il y a quelque chose, en fait, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a la possibilité d'avoir un mauvais contrôle. Et ce n'est pas... Alors, on peut dire, les joueurs, si à ce niveau-là, ils ne savent pas avoir un contrôle orienté, mais je peux vous assurer que dans tous les championnats, toutes les semaines, il y a des buts comme ça à l'appel. Et donc, eux, ils ont déjà été prévenus la saison passée. Ils ont fait un très mauvais début de saison à cause de ça. Et ils recommencent. Alors là, il n'y a pas eu de conséquences sur le résultat final. Mais faire attention de ne pas toujours répéter ces mauvaises sorties de balle. Ouais, là, grosse grimace de la part de Jean-François. On vous écoute. Parce que je suis pas... Alors, pour moi, c'est la passe qui est merdique. Hein. C'est pas le gars qui contrôle mal. C'est la passe qui ressemble à rien. Oui, mais c'est quand même la sortie de balle qui est mauvaise. C'est ça. Oui, non, évidemment que je suis d'accord avec la sortie de balle. Ce que veut dire Christian, c'est que c'est récurrent. C'était récurrent déjà la saison dernière. Et il y a une troisième phase, 3 ou 4 minutes plus tard, où là, le gardien a fait une faute. Il n'est pas dernier défenseur, mais il peut prendre rouge pour le même prix parce que là aussi, la relance est mauvaise, quoi. Donc, en moins d'un quart d'heure, Liverpool s'est mis 3 fois en danger et ça aurait pu être 0-3. Oui, mais c'est toujours, je suis d'accord, mais c'est pourquoi je dis ça avec une boutade, évidemment. C'est parce qu'il y a toujours dans une relation comme ça, il y a le défenseur qui lui donne son ballon, et puis il y a le médian, et on met qui en cause. Ici, pour que les médians soient confortables, il faut déjà leur donner de bons ballons. Je trouve que le plus flagrant, c'est ça. C'est que dans ce premier quart d'heure, on a l'impression qu'ils n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Et donc, ils font des erreurs à ce niveau-là qui peuvent coûter très très cher. Ouais. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Après, ils font un super match pour revenir dedans et le gagner finalement. Ils font un super match parce que notamment, Christian, ils exploitent ce que l'on appelle, et ce qui revient quand même de plus en plus dans le vocabulaire du football, les half space. Alors, on peut aussi appeler ça les zones optimales de centre. Et Liverpool, comme pas mal d'équipes de Première Ligue, exploitent cela très bien. Et c'est comme ça notamment qu'ils ont réussi à retourner la situation face à Bournemouth. Quand on va vers les extrêmes, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver des centres qui a la bonne vitesse, qui a le bon timing, qui a le bon lieu d'arrivée. Et quand on essaye de passer par l'axe, il y a souvent une densité de joueurs, il y a beaucoup d'adversaires et beaucoup de défenseurs, donc c'est plus compliqué. Donc ils ont trouvé aujourd'hui en fait la possibilité d'utiliser ces deux espaces là qui sont en jaune, dans lesquels on essaye en fait de s'introduire parce qu'il y a des milieux de terrain qui peuvent à la fois se déplacer du centre vers ces zones-là ou les extérieurs qui peuvent rentrer dans le jeu et recevoir les ballons, notamment on l'a vu dans le centre de Foden pour Alvarez. Et ici en fait, Liverpool pour le moment, sur les 3 buts de plein jeu, ils utilisent le jeu dominant placé et les half space et donc ces zones optimales, on va le voir ici. Voilà, le ballon vient là, on essaie de pénétrer, on donne le centre dans cet half space et puis après, il y a quelque chose qui se passe partout parce qu'on déclenche en fait un jeu de position différent. Ici aussi, on était dans un half space, il remise le ballon dans le half space et puis il y a quelque chose qui se passe derrière. Après, c'est un deuxième ballon, mais l'objectif est quand même de réduire cette largeur du terrain pour en fait avoir une pénétration plus facile dans ces deux espaces. On pourrait y passer presque une émission à parler des half space. Ouais. Oui, non, oui, non. Mais oui, bien sûr, mais c'est un peu complexe parce que ces espaces-là n'existent que parce qu'à un moment donné, il y a une utilisation de l'espace sur la totalité de la largeur du terrain, c'est-à-dire en fait avec les latéraux qui vont monter plus haut, mais il faut pouvoir... En fait, oui, c'est assez complexe, hein, il y a toute une mise en place. Oui, avant d'y arriver. Alors le truc, c'est de pouvoir évidemment trouver la possibilité de quelque part de
trouver cette place-là. Alors souvent, on les voit, City fait ça très bien, il faut tourner le ballon. On en a parlé très souvent. Voilà, ils font tourner le ballon jusqu'à un moment donné où c'est l'adversaire qui, à un moment donné, par son choix défensif, leur permet d'avoir cette infiltration. Mais on peut discuter beaucoup parce que parfois, voilà, on va parler d'utilisation du jeu, on va passer par la manière dont on défend, la manière dont parfois on offre ces espaces, parce qu'il y a des entraîneurs qui vont demander des comportements défensifs à leurs défenseurs centraux. Enfin voilà, c'est très long, on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Oui, en effet, c'est une zone qu'on peut intelligemment exploiter. Et ils le font d'ailleurs de plus en plus. Oui, parce que voilà, pour revenir sur Liverpool, la défense n'a pas changé, l'attaque n'a pas changé, c'est dans le milieu de terrain qu'il y a des nouveaux joueurs. McAllister pourra jouer ce week-end, il a pris un carton rouge face à Bournemouth, mais ils ont été en appel, donc il n'est pas suspendu, mais on voit quand même qu'au niveau du potentiel offensif, Liverpool a des fameux atouts, avec toujours Salah évidemment, avec Darwin Nunez, avec Diogo Jota, avec Luis Diaz. C'est assez impressionnant. Voilà. Avec Gakpo, il y a 5-6 joueurs pour 3 places. Ce qui est étonnant, c'est le rôle qu'on donne à Gakpo pour l'instant. Il joue dans l'entrejeu. Qui joue un petit peu plus en retrait. Ouais. Bon, mais ils ont su en tout cas remonter dans un match où ils étaient vraiment mal partis, parce qu'on ne doit pas se sentir bien quand on fait des erreurs comme ça. On se dit qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et petit à petit, ils ont établi le rouleau compresseur qu'on connaît de Liverpool, et ce milieu de terrain a été assez efficace pour le faire. C'est vrai que à partir du moment où ils égalisent, on ne doute pas vraiment qu'ils vont gagner cette partie, parce que Bournemouth n'avait pas vraiment les moyens de répondre autrement. Liverpool qui a été s'imposé la saison dernière à Newcastle, c'était en février-mars, donc c'est dans la dernière partie de la saison qui était bonne pour les Reds. Un peu catastrophique, 0-2 avec l'exclusion du gardien aussi. Première mi-temps qui a été très très mal gérée par Newcastle, donc il y a un gros goût de revanche, je crois. À mon avis, il y a un goût de revanche, mais je trouve qu'au-delà de ça, c'est un match hyper intéressant pour vraiment situer les deux équipes dans ce début de saison. Par rapport à Liverpool principalement, c'est de savoir si justement battre Bournemouth à domicile, ça fait partie, je dirais, des choses attendues. Aller maintenant réussir un résultat en déplacement à Newcastle et parvenir là à démontrer justement que la solidité défensive est quand même plus présente que la saison dernière, ça c'est un vrai challenge. C'est le match phare du week-end, ce sera dimanche à 17h30. Je vous propose d'ailleurs de découvrir le programme sur VOO Sport World. On commencera vendredi du côté de Chelsea face à Luton, match aussi sur Divertissez-vous. Première rencontre du samedi, Bournemouth-Tottenham, et puis Goals of the Day, Philippe. Ce sera un derby londonien, Arsenal-Fulham, encore une fois, un derby. Il y a déjà eu beaucoup depuis le début. Samedi soir, on terminera du côté de Brighton face à West Ham. Dimanche, Jean-François. Ouais, eh bien Sheffield face à Manchester City, a priori les Citizens sont évidemment largement favoris. Burnley, le premier match de Burnley, je dirais face à Villa après cette défaite initiale face à City où on n'attendait quand même pas non plus une victoire. Donc ils n'ont pas joué le week-end dernier. Oui, ils n'ont pas joué face à Luton, ils ont joué un match amical face à Manchester United, à huis clos certes, mais ils ont gagné. Petite histoire. Et vous le savez comment, puisque c'était à huis clos? Non, c'est pas grave. Dimanche soir. Non, je savais que c'était où? C'était à huis clos. Donc voilà, Newcastle, Liverpool, donc à 17h30, on vient d'en parler. Voilà pour le programme de ce week-end. Et c'est la reprise de l'Europe des 11 lundi. Et c'est la reprise de l'Europe des 11 lundi. C'est la reprise de l'Europe des 11 lundi. C'est le rendez-vous évidemment du lundi soir. Et puis l'interactivité maintenant, le week-end, avec les matchs de Première Ligue et aussi Christian et Vision du jeu à travers la plateforme Discord. Oui, sur l'affiche du week-end, et donc oui. Donc Newcastle-Liverpool. Newcastle-Liverpool, et donc l'idée c'est de permettre aux gens d'augmenter leur expérience client, je vais dire ça comme ça, puisque tous ceux qui sont abonnés chez vous et qui sont des passionnés du foot anglais d'abord, et puis ensuite des datas et de ce que ça peut apporter en termes d'information, eh bien pourront suivre à la fois le match à la télévision et le match sur une tablette. Et ce sera en compagnie de Christian, n'est-ce pas ? Et de Vision du jeu. Oui, Serge, je serai présent. Ça fait 15 ans que je suis avec Jean-François, Bruno et vous pendant les matchs. Et donc là, on va donner l'occasion de pouvoir vivre en même temps ce match avec les abonnés, répondre à leurs questions et essayer de développer certains tableaux vidéo et compagnie pour essayer de les aider à mieux comprendre le jeu.
Rendez-vous donc dimanche sur la plateforme Discord et ce sera aussi une prolongation évidemment des thématiques que l'on aborde évidemment dans PL Club. Voilà pour cette préface de la 3e journée. N'oubliez pas de nous retrouver aussi sur les différents médias sociaux. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour. Merci Philippe. Avec plaisir. Merci Jean-François. Avec plaisir. Merci Christian. Rendez-vous donc dimanche pour l'affiche Newcastle-Liverpool. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de Première Ligue et à très bientôt. Bye bye.